Avril 2026, un cargo cesse soudainement de transmettre. Des marines américains descendent en rappel sur son pont. En quelques heures, l'Iran fait quelque chose qu'aucun pays n'a osé faire depuis plus de 80 ans. Il lance une attaque directe de drones contre des navires de guerre américains. Le détroit d'Ormuz, point d'étranglement unique, qui contrôle 20% du pétrole mondial, plonge dans l'obscurité et le monde retient son souffle. Ce que vous allez entendre n'est pas le scénario d'un film. Ce n'est pas une simulation. C'est l'escalade la plus dangereuse entre les États-Unis et l'Iran dans l'histoire moderne, et presque personne ne parle de ce qui s'est réellement passé sous la surface. Parce que les manchettes vont vous dire que l'Iran a lancé des drones, mais elles ne vous diront pas pourquoi l'Iran n'a pas eu peur de le faire. Elles ne vous diront pas ce que l'Iran sait réellement des vulnérabilités navales américaines, celles qui inquiètent discrètement le Pentagone depuis des années. Elles ne vous diront pas que le détroit d'Ormuz, ce minuscule corridor maritime de 20 et à 1000 de large, est essentiellement un revolver chargé pointé sur la gorge de toute l'économie mondiale. Et en ce moment, l'Iran a le doigt sur la gâchette. Alors, revenons au point de départ, parce que pour comprendre ce qui s'est passé en avril 2026, il faut comprendre une histoire qui commence non pas dans le golfe d'Oman, non pas à Téhéran, non pas à Washington. Elle commence dans une salle de briefing classifiée du Pentagone quelque part autour de 2019. Parce que c'est à ce moment-là que les planificateurs militaires américains ont admis pour la première fois, discrètement et à l'interne, quelque chose qui aurait été impensable 10 ans plus tôt. Ils ont admis que le programme de drones de l'Iran était devenu une menace asymétrique, réelle, crédible, contre la puissance navale des États-Unis. Pas une nuisance, pas un irritant mineur, une menace. Et cet aveu a tout changé dans la façon dont cette confrontation allait forcément se dérouler. Le programme de drones de l'Iran n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a commencé par des années de rétro-ingénierie, de vol, d'ingéniosité et de désespoir, nés de décennies de sanctions paralysantes qui ont coupé l'Iran de l'équipement militaire conventionnel. Voici un fait dont presque personne ne parle. Quand les États-Unis et leurs alliés ont imposé des embargos sur les armes à l'Iran, ils pensaient affaiblir l'armée iranienne. Et pour les avions de chasse, les destroyers navals, les systèmes de missiles avancés, ils avaient raison. L'Iran ne pouvait pas obtenir ces choses. Mais ce que les sanctions ont fait involontairement, c'est pousser l'Iran à développer un type de puissance militaire entièrement différent, moins cher, plus rapide à produire, plus difficile à détecter et dévastateur, contre exactement le genre de navire de guerre coûteux, imposant et lent que la marine américaine a dépensé des billions de dollars à construire. Les sanctions n'ont pas désarmé l'Iran. Elles ont envoyé l'Iran sur une voie qu'il a rendue, dans le théâtre précis du Golfe Persique, sans doute plus dangereux que n'importe quelle modernisation militaire conventionnelle aurait pu le faire. En 2026, l'Iran avait développé ce que les analystes militaires appellent des systèmes de drones de catégorie 1 et de catégorie 2, des plateformes d'attaque à sens unique, peu coûteuses, produites en masse, conçues pour faire une seule chose, voler vers une cible et exploser. Ce ne sont pas des munitions guidées de précision qui valent des centaines de milliers de dollars chacune. Certaines coûtent moins cher qu'une voiture usagée. Et c'est ici que la situation devient terrifiante du point de vue des mathématiques militaires pures. Le système de combat Aegis de la marine américaine, la référence absolue en défense aérienne navale, utilise des missiles intercepteurs qui coûtent entre 1 million et 4 millions de dollars par tir. Les drones d'attaque iraniens peuvent coûter aussi peu que 20 000 dollars. Cela veut dire que l'Iran peut lancer 50 drones pour le prix d'un seul intercepteur américain. Et si l'Iran lance suffisamment en même temps dans un essaim coordonné, les calculs commencent à jouer de façon catastrophique contre même le système de défense navale le plus avancé au monde. Les experts militaires appellent cela le problème du magasin. Vous manquez de munitions avant que l'ennemi ne manque de drones. C'est exactement la logique stratégique qui se trouvait derrière tout ce qui s'est passé dans le golfe d'Oman ce matin d'avril 2026. Maintenant, parlons de ce qui s'est réellement passé. Et le portrait complet est beaucoup plus complexe que ce que la plupart des manchettes ont révélé. Le navire au centre de cette confrontation s'appelait le Tuska, battant pavillon iranien, long de près de 900 pieds. C'est à peu près la taille de 3 terrains de football américains mis bout à bout, un immense cargo
Et selon le commandement central américain, il se dirigeait vers un port iranien en violation du blocus naval que le président Trump avait déclaré quelques jours plus tôt, le 13 avril. Maintenant, voici la partie que presque aucun média n'a expliqué correctement. Ce blocus n'était pas un blocus de tout le détroit d'Ormuz, du moins pas officiellement. Les États-Unis ont annoncé que seuls les navires entrant dans les ports iraniens ou en sortant seraient interceptés. Tous les autres navires traversant le détroit auraient la liberté de navigation. C'était une déclaration chirurgicale, soigneusement formulée par des avocats américains, pour rester à l'intérieur, ou du moins près, des limites du droit maritime international. Mais l'Iran l'a vu complètement autrement. Du point de vue de Téhéran, bloquer les ports iraniens était un acte de guerre, point final. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l'a dit publiquement. Il a qualifié le blocus de violation du cessez-le-feu qui avait été négocié laborieusement quelques semaines plus tôt. Et voici ce qu'il faut comprendre à propos de ce cessez-le-feu. Il était fragile au point où son effondrement semblait presque garanti. C'était une fenêtre de 2 semaines, convenue le 8 avril, négociée par médiation pakistanaise après une période de frappe militaire américaine intense contre l'infrastructure militaire iranienne. Des frappes qui avaient déjà été décrites par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, comme la première attaque américaine contre un navire de guerre ennemi depuis la Deuxième Guerre mondiale. Prenez le temps d'absorber cela. La première attaque contre un navire de guerre ennemi depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas une petite flambée régionale. C'était quelque chose que les historiens se dépêchaient déjà de documenter. Donc, le cessez-le-feu arrive, 2 semaines, fragile, et presque immédiatement, les deux camps commencent à en tester les limites. L'Iran commence à contrôler le trafic dans le détroit d'Ormuz et à imposer des péages plus de 1 million de dollars par navire, aux navires qui veulent passer. Les États-Unis voient cela comme une violation. L'Iran voit l'entrée de navires américains dans le détroit pour des opérations de déminage comme une violation. Et c'est une spirale classique de dilemme sécuritaire. Chaque camp prend des mesures qu'il définit comme défensives, mais que l'autre camp interprète comme agressif. Et toute la situation n'attend qu'un incident pour exploser. Cet incident arrive le matin où l'USS Prudence intercepte le Tuska. L'USS Prudence est un destroyer lance-missiles de classe Harley Burke, l'un des bâtiments de surface les plus capables jamais construits. Il est armé de missiles de croisière Tomahawk, d'intercepteurs SM-2 et SM-6 et du système complet de gestion de combat Aegis. Quand le Prudence s'approche du Tuska et lui ordonne de s'arrêter, l'équipage du Tuska n'obtempère pas. Pas pendant 1 heure, pas pendant 2. Pendant 6 heures complètes, ce cargo poursuit sa route. 6 heures d'avertissement radio, de fusées de signalisation et de demandes de plus en plus insistantes de s'arrêter. Et puis, l'USS Prudence ouvre le feu. Pas pour couler le navire, mais pour le neutraliser. Un obus naval de 127 mm traverse la salle des machines. Le système de navigation s'éteint. Le navire s'arrête. Des marines des États-Unis descendent encore de rapide sur le pont. Et en quelques minutes, l'un des navires commerciaux de l'Iran est placé sous contrôle militaire américain. Le président Trump se rend immédiatement sur Truth Social, décrit le navire comme presque aussi grand qu'un porte-avions. Il dit que l'équipage a été stoppé net. Il semble triomphant. À ce moment-là, il projette de la force. L'Amérique applique son blocus. L'Amérique montre qu'elle pense ce qu'elle dit. Mais à Téhéran, un calcul très différent est en train de se faire. Parce que le CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique, n'est pas une organisation qui accepte l'humiliation en silence. Il ne l'a jamais fait. Il faut remonter à 1988, lorsque la marine américaine a coulé plusieurs navires iraniens pendant l'opération Praying Mantis, en réponse au minage des eaux internationales par l'Iran. Cet événement a été la plus grande bataille navale américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il a humilié l'Iran, et l'Iran a passé les 3 décennies et demie suivantes à s'assurer absolument qu'il ne serait plus jamais aussi vulnérable en mer. Le programme de drones, les essaims de vedettes rapides, les batteries de missiles côtières qui surplombent le détroit d'Ormuz, tout cela remonte à cette humiliation de 1988.
Alors, quand le Spruance tire sur le Tuska, le commandement central Katamalambia du CGRI publie une déclaration en quelques heures. Nous avertissons que les forces armées de la République islamique d'Iran répondront bientôt à cette piraterie armée de l'armée américaine et exerceront des représailles. Notez le mot choisi, piraterie. Pas agression militaire, pas acte de guerre, piraterie. C'est un langage diplomatique et juridique délibéré. En parlant de piraterie, l'Iran se positionne comme victime au regard du droit maritime international. Il met en place un récit pour le Sud, global, pour la Chine, pour la Russie, pour chaque nation qui regarde la situation se dérouler. Un récit où l'Amérique est l'agresseur sans loi, et l'Iran, l'État souverain qui défend ses navires commerciaux en haute mer. Et puis les drones sont lancés. L'agence de presse iranienne Tasnim, directement liée au CGRI, le rapporte en premier. Les forces navales iraniennes ont lancé des attaques de drones contre des navires militaires américains dans le golfe d'Oman. La télévision d'État iranienne le confirme. Le propre communiqué du CGRI affirme « Après l'attaque américaine contre le Tuska, les forces iraniennes ont riposté contre des navires de guerre américains. » Simultanément, l'Iran déclare que le détroit d'Ormuz est désormais complètement fermé. Pas partiellement contrôlé, pas soumis à des péages, complètement fermé. Tout navire qui passerait sans permission iranienne ferait face à des conséquences militaires. Et là, le monde s'arrête. Voici ce qu'il faut comprendre à propos du détroit d'Ormuz pour saisir pourquoi cette annonce provoque, en quelques heures, un séisme économique mondial. Le détroit ne fait que 20 et 1 milles de large à son point le plus étroit. 20 et 1 mille. On peut littéralement voir les deux rives depuis le milieu de l'eau. Et par ces 20 et 1 mille, transite chaque jour environ 20% de tout le pétrole échangé dans le monde. Cela représente environ 17 à 20 et 1 million de barils de pétrole brut toutes les 24 heures. Du pétrole brut liquide physique transporté par pétrolier, qui fait tourner les usines en Corée du Sud, éclaire les maisons au Japon, alimente les véhicules en Europe et remplit les réserves stratégiques en Chine. Il n'existe aucun pipeline capable de le remplacer. Il n'existe aucune route alternative capable d'absorber un tel volume. La route de la mer Rouge, déjà partiellement perturbée par des tensions antérieures, était déjà sous pression. La route du Cap de Bonne-Espérance ajoute environ 14 jours de navigation à tout voyage. La chaîne d'approvisionnement mondial du pétrole n'est pas conçue avec 2 semaines de marge, elle est conçue de façon serrée. Et les systèmes serrés se brisent quand on retire le nœud critique. Les prix du pétrole bondissent instantanément, passe des 2%, passe des 5%. Le prix de référence du Brent bouge violemment. Les marchés de l'énergie, déjà nerveux après des semaines de tension dans le Golfe, convulsent littéralement. Un péage de 1 million de dollars par navire, que l'Iran imposait auparavant, était déjà assez grave. Une fermeture complète, c'est tout autre chose. Les taux d'assurance maritime pour les navires passant n'importe où près de la région du Golfe deviennent presque impossibles à assurer. Maersk, CMA, CGM, Hapag-Lloyd, les 3 plus grandes compagnies de transport maritime par conteneur de la planète, avaient déjà suspendu leur transit par le détroit au début de mars, lorsque les tensions avaient d'abord explosé. Maintenant, avec des drones dans les airs et le détroit déclaré fermé, le monde maritime se fige effectivement. Aux États-Unis, c'est la course. Le CENTCOM répond aux questions. Le Pentagone siège en continu, parce que voici ce qu'il faut comprendre à propos de ces frappes de drones contre des navires de guerre américains. La réponse officielle américaine est remarquablement prudente. Il n'y a pas d'annonce indiquant que des navires américains ont été touchés, pas de confirmation de dommages, pas de victimes rapportées. Et que ces silences en dit long, parce que à l'ère des réseaux sociaux, où chaque marin a un téléphone, où l'imagerie satellite peut repérer un navire en feu depuis l'orbite, l'absence de toute confirmation visuelle de dommages aux bâtiments américains soulève une question importante. Les drones iraniens ont-ils réellement touché quelque chose? Ont-ils été interceptés ou ont-ils été lancés comme démonstration? Assez près pour être réel, assez loin pour éviter de déclencher une réponse militaire totale. La réponse compte énormément parce qu'elle révèle le calcul stratégique iranien. L'Iran n'est pas suicidaire,
Les dirigeants à Téhéran, même les commandants les plus durs du CGRI, sont des acteurs rationnels qui comprennent à quoi ressemblerait une réponse militaire américaine totale. Ils ont vu ce qui est arrivé à l'Irak en 2003. Ils ont vu ce qui est arrivé à la Libye en 2011. Ils savent que si l'Iran franchit une ligne rouge claire, si des marins américains meurent aux mains de l'Iran, la réponse de Washington serait écrasante. Alors, l'Iran joue dans la zone grise. Drones lancés, messages envoyés, dénégation plausible maintenue sur ce que ces drones ont exactement accompli. L'Iran démontre qu'il a la capacité, la volonté et le cran de riposter sans donner à Washington un prétexte net pour effacer l'infrastructure militaire iranienne de la carte. C'est la manière iranienne de faire la guerre. Elle a été raffinée pendant des décennies. C'est le même manuel utilisé par les mandataires de l'Iran dans toute la région, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices en Irak. Frappeur, provoquer, escalader jusqu'à un certain seuil, puis reculer juste assez pour éviter une guerre totale. Les Iraniens appellent cela la patience stratégique. La doctrine militaire américaine appelle cela la guerre hybride. Peu importe le nom qu'on lui donne, cela fonctionne parce que cela garde l'Amérique en déséquilibre, force des dépenses énormes de ressources, et procure à l'Iran une sympathie internationale de pays qui voient une petite nation tenir tête à la domination militaire américaine. Mais voici le fait caché que presque personne ne rapporte, et il est essentiel pour tout comprendre. La fermeture iranienne du détroit d'Ormuz n'est pas seulement un geste militaire. C'est une arme économique dirigée autant contre les alliés de l'Amérique que contre l'Amérique elle-même. Voici pourquoi. Les États-Unis sont maintenant indépendants sur le plan énergétique. L'Amérique produit plus de pétrole et de gaz naturel qu'elle n'en consomme. Une fermeture américaine des flux pétroliers du Golfe nuit à l'économie américaine, oui, mais elle dévaste le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, trois des alliés du Pacifique les plus essentiels de l'Amérique, d'une façon presque impossible à exagérer. Le Japon importe environ 90% de son énergie. La Corée du Sud en importe près de 80%. Taïwan, l'île qui se trouve au centre de toute la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, dépend profondément de l'énergie du Golfe. Si le détroit d'Ormuz reste fermé ne serait-ce que 2 semaines, le choc économique pour les partenaires du Pacifique les plus importants de l'Amérique serait catastrophique. Et la Chine, qui est fortement investie dans le pétrole iranien et qui importe d'énormes volumes par le détroit, ferait-elle aussi face à une pression économique sévère. La fermeture ne nuit pas seulement à l'Amérique. Elle frappe tout le système commercial mondial d'une manière qui génère une pression politique sur Washington de toutes les directions. C'est du génie stratégique déguisé en désespoir. L'Iran sait qu'il ne peut pas gagner une confrontation militaire conventionnelle contre les États-Unis. Il ne peut pas égaler le groupe aéronaval du USS Abraham Lincoln dans un combat naval direct. Mais l'Iran n'a pas besoin de gagner militairement. Il doit faire monter le coût de la confrontation assez haut pour que une solution politique devienne plus attrayante pour Washington qu'une solution militaire. Chaque jour où le détroit reste fermé, ce calcul se déplace légèrement en faveur de l'Iran. Maintenant, parlons du désastre diplomatique qui se trouve derrière tout cela, parce que c'est l'un des éléments de contexte les plus importants que les manchettes ont continué d'enterrer. Avant que le Tuska soit saisi, avant que les drones soient lancés, des pourparlers de paix devaient avoir lieu à Islamabad. Le Pakistan s'était proposé comme médiateur, croyant sincèrement qu'il pouvait négocier un accord entre Washington et Téhéran. Les discussions devaient porter sur le programme nucléaire iranien, la levée des sanctions et un cessez-le-feu permanent. Les deux camps s'étaient présentés, pas directement, mais par intermédiaire. J.D. Vance a annoncé le 12 avril que les pourparlers avaient échoué. Pas d'accord, pas de cadre, pas de chemin vers l'avant, seulement un échec. Et c'est dans la foulée de cet effondrement que Trump annonce le blocus naval des ports iraniens. La séquence est cruciale, le blocus n'est pas aléatoire, c'est la réponse directe à l'échec des négociations. La position de Trump, exprimée clairement sur Truth Social, est que l'Iran s'effondre financièrement, perd 500 millions de dollars par jour, et que les forces militaires et policières ne recevraient apparemment plus leur salaire.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, annonce que le blocus se poursuivra jusqu'à ce que l'Iran revienne à la table selon des conditions acceptables pour Washington. La stratégie, c'est l'étranglement économique. Serrer l'Iran jusqu'à ce que la douleur financière devienne insupportable, puis offrir une entente. Mais voici le problème avec cette stratégie. Et c'est l'élément contre lequel les vétérans de la politique étrangère mettent en garde en privé. L'étranglement économique d'une civilisation fière, forte de milliers d'années d'histoire et d'une tolérance extrêmement élevée à la souffrance, tend à ne pas produire la capitulation. Il tend à produire la radicalisation. Les durs de l'Iran, la faction qui a toujours soutenu qu'on ne peut pas négocier avec l'Amérique et qu'il faut la confronter, gagne énormément en crédibilité chaque fois qu'un cessez-le-feu s'effondre, chaque fois qu'un accord échoue, chaque fois qu'un navire de guerre américain tire sur un navire commercial iranien. Les modérés en Iran, et il y en a de vrais modérés, des gens qui veulent un accord, qui croient qu'un engagement avec l'Occident est possible, perdent du terrain chaque fois que Washington escalade. Au plus fort de cette crise, le Parlement iranien a commencé à rédiger une loi pour interdire officiellement aux navires de nations hostiles de transiter par le détroit, pas seulement leur imposer un péage, les bannir. Les durs gagnent l'argument interne à Téhéran. Et la pression économique, contre toute intuition, les aide à le gagner. Pendant ce temps, de l'autre côté du globe, quelque chose d'extraordinaire se passe en Grande-Bretagne. Des planificateurs militaires de plus de 30 nations sont réunis dans une base de la Royal Air Force au nord de Londres. 30 pays, tous en train d'essayer de comprendre comment garder le détroit d'Ormuz ouvert comme bien commun mondial. Les Britanniques avancent l'idée de sous-marins autonomes chasseurs de mines, envoyés depuis des navires-mers, des systèmes sans équipage capables de localiser et de neutraliser les mines que l'Iran a dispersées dans les voies de navigation du détroit. Voici un fait caché sur ces mines que presque aucun média n'a rapporté correctement. L'Iran a posé des mines dans le détroit d'Ormuz dans le cadre de sa stratégie pour fermer la voie navigable. Mais selon des rapports qui ont fuité de l'intérieur de la crise, l'Iran lui-même a perdu la trace de certaines de ces mines. Le champ de mines avait échappé au contrôle. C'est l'un des détails les plus terrifiants de toute cette crise. Il y a des engins explosifs qui dérivent dans la voie de navigation pétrolière la plus fréquentée de la planète, et le pays qui les a placés là ne peut pas vous dire exactement où ils se trouvent tous. C'est pourquoi le commandement central américain a envoyé des destroyers dans le détroit à la mi-avril, affirmant mener des opérations de déminage. L'Iran a appelé cela une violation du cessez-le-feu. Le CENTCOM a parlé de sécurité humanitaire de la navigation. La vérité, c'est que les deux arguments sont techniquement défendables et que les deux camps le savent. L'ambiguïté juridique fait partie du piège. Maintenant, pensez à la dimension humaine de tout cela. Pensez aux 230 pétroliers chargés qui auraient été immobilisés dans le golfe Persique au plus fort de la crise, incapables de bouger en attente. Chacun de ces pétroliers représente des centaines de millions de dollars de cargaison. Chacun a un équipage de marins, pas américains, pas iraniens, mais philippins, indiens, sri-lankais, ukrainiens, qui sont essentiellement coincés dans un face militaire qui n'est pas le leur. 6 navires de croisière auraient été pris au piège dans le Golfe à un moment donné. Des navires de croisière transportant des touristes, coincés entre une fermeture déclarée par l'Iran et un blocus naval américain, incapables de sortir par le détroit sans risquer une rencontre avec les vedettes du CGRI. Il a fallu une brève fenêtre à la mi-avril, lorsque les deux camps ont temporairement affirmé que le détroit était ouvert, pour que ces 6 navires de croisière tentent leur chance et s'échappent vers la mer d'Arabie. Les conséquences économiques mondiales de cette crise sont difficiles à exagérer. Un sondage britannique réalisé au plus fort de la fermeture d'Ormuz a révélé qu'un citoyen britannique sur 10 avait déjà commencé à stocker du carburant. Stocker du carburant en Grande-Bretagne au XXIe siècle. À cause d'un face naval dans un détroit que la plupart des Britanniques n'auraient pas pu situer sur une carte un an plus tôt. Voilà à quel point les effets de cette crise étaient réels et immédiats pour des gens ordinaires, loin du Golfe. Puis arrive le moment qui résume toute cette crise mieux que n'importe quelle donnée isolée. Le 17 avril, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi se présente devant les caméras et annonce que le détroit d'Ormuz est ouvert
complètement ouvert à tout trafic commercial. Les prix du pétrole chutent de 11% dans la foulée immédiate, 11%, les marchés boursiers rebondissent. Trump publie sur Truth Social que le détroit est complètement ouvert. Le monde respire. Pendant environ 48 heures, il semble que le pire soit peu être passé. Puis l'Iran fait marche arrière, retour au contrôle strict, retour aux vedettes du CGRI qui approchent les pétroliers, retour à la crise, parce que Téhéran n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, une levée du blocus naval américain, et n'allait pas abandonner son seul levier sans obtenir quelque chose en échange. Ce va-et-vient, ouvert, fermé, ce n'est pas du chaos. C'est une négociation, c'est l'Iran qui démontre sa capacité de faire bouger les marchés mondiaux avec une seule conférence de presse. Un ministre des Affaires étrangères se tient à un podium et dit 2 mots, détroit ouvert, et le prix du pétrole perd instantanément 11%. C'est un pouvoir géopolitique d'une ampleur presque absurde pour un pays supposément en train de s'effondrer financièrement. Un pays capable de faire bouger le marché mondial du pétrole de 11% avec une conférence de presse n'est pas un pays sans levier. Et c'est la tension fondamentale au cœur de toute cette crise. La stratégie de Washington repose sur l'idée que l'Iran est tellement désespéré économiquement, tellement étranglé financièrement, tellement proche de l'effondrement, qu'il finira par capituler. La stratégie de Téhéran repose sur l'idée que l'économie mondiale dépend tellement du détroit d'Ormuz que les alliés de l'Amérique finiront par faire pression sur Washington pour qu'il recule. Les deux stratégies ont leur logique interne. Les deux stratégies exigent que l'autre camp cligne des yeux en premier. Et les deux camps ont montré, à travers des semaines de violation du cessez-le-feu, de frappes de drones, de saisies de navires et de poses de mines, qu'aucun des deux n'est porté à cligner des yeux. Le contexte régional plus large rend tout cela encore plus volatile. Israël et le Liban sont eux-mêmes dans un fragile cessez-le-feu, une trêve de 10 jours qui a elle-même été violée presque immédiatement lorsque le Hezbollah a tué un casque bleu français de l'ONU. Le président français Macron l'a condamné personnellement. Trump a averti Israël qu'il lui était interdit de bombarder le Liban. Toute l'architecture de sécurité du Moyen-Orient est simultanément soumise à une pression extraordinaire. L'Iran mène une campagne de pression sur plusieurs fronts. Pression économique du blocus américain, pression militaire des frappes contre ses actifs navals, pression diplomatique de l'échec des discussions d'Islamabad et pression politique interne des durs qui veulent la confrontation totale et des réformistes qui veulent la négociation. Le guide suprême iranien fonctionnerait depuis des installations souterraines fortifiées. La situation à Téhéran n'est pas unifiée. Il existe de véritables luttes de pouvoir interne sur la direction à donner à cette confrontation. Et lorsqu'un gouvernement est divisé à l'interne et soumis à une pression externe, le risque d'erreur de calcul augmente de façon spectaculaire. Erreur de calcul, c'est le mot qui revient dans toutes les analyses sérieuses de politique étrangère sur cette crise. Pas une escalade délibérée vers une guerre totale, même si ce risque est réel. Le plus grand danger, c'est qu'un incident dégénère d'une façon que ni l'un ni l'autre camp n'avait voulu. Un essaim de drones iraniens qui touche réellement un navire de guerre américain et tue des marins américains. Une frappe américaine qui tue accidentellement un haut commandant militaire iranien au lieu de désactiver une infrastructure. Une mine qui dérive vers un pétrolier transportant une cargaison koweïtienne ou saoudienne et crée une crise du Conseil de coopération du Golfe par-dessus tout le reste. Dans l'histoire des guerres entre grandes puissances, très peu ont commencé par choix délibéré. La plupart ont commencé par une erreur de calcul, par l'hypothèse que l'autre camp reculerait, une hypothèse qui s'est révélée fausse. Ce qui rend ce moment vraiment différent des confrontations précédentes entre les États-Unis et l'Iran, et c'est peut être la chose la plus importante à comprendre, c'est que les règles d'engagement ont fondamentalement changé. La marine américaine a tiré sur un navire de guerre iranien, elle a saisi un navire commercial iranien. Ce ne sont pas les actions qui caractérisaient les campagnes de pression maximale de 2018 ou 2019. Ce sont des engagements militaires cinétiques entre deux pays qui, techniquement, au sens technique le plus strict, ne sont pas en guerre l'un contre l'autre. L'Iran a répondu avec des frappes de drones contre des bâtiments navals américains.
Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine a été la cible d'une attaque directe de drones par un État-nation, pas une milice, pas un mandataire, mais la République islamique d'Iran elle-même. Le seuil franchi en avril 2026 ne peut pas être défait. Peu importe ce qui arrive ensuite, diplomatie, cessez-le-feu, escalade ou quelque chose entre les deux, la relation stratégique entre Washington et Téhéran a été modifiée de façon permanente. Les discussions d'Islamabad ont échoué. Le cessez-le-feu a été prolongé à la dernière minute par Trump, apparemment à la demande du Pakistan, pour donner du temps à l'Iran de présenter une proposition, je cite, unifiée, mais que cette proposition arrive ou non, qu'elle soit acceptable ou non pour Washington, que les durs du CGRI permettent ou non aux modérés de la livrer, rien de cela n'est certain. Ce qui est certain, c'est que quelque part dans le golfe d'Oman, des navires de guerre américains sont toujours en position. Les vedettes rapides iraniennes et les plateformes de drones sont toujours sur l'eau, les mines dérivent toujours, les pétroliers attendent toujours, l'économie mondiale retient toujours son souffle, et quelque part, dans un centre de commandement à Téhéran, des officiers militaires iraniens regardent leurs inventaires de drones, des inventaires bâtis pendant 30 ans de sanctions, d'ingéniosité et de patience stratégique, et refont le même calcul qu'ils font depuis des décennies. Jusqu'où pouvons-nous pousser cela avant que ça devienne quelque chose qu'on ne contrôle plus ? Combien de douleurs pouvons-nous absorber avant de devoir choisir entre la reddition et la catastrophe ? La réponse à cette question, et la réponse à savoir si la voie navigable la plus importante du monde restera ouverte, définiront la prochaine décennie de géopolitique mondiale, pas seulement pour l'Amérique, pas seulement pour l'Iran, mais pour chaque pays où l'on fait le plein à une station-service, chaque usine qui fonctionne au pétrole, chaque famille qui paie une facture d'énergie. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une voie maritime, c'est la veine jugulaire du monde. Et en ce moment, deux puissances proches du seuil nucléaire se disputent pour savoir qui a le droit d'y poser les mains. Restez informés, parce que cette histoire n'est pas terminée, loin de là. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.